le cours du jour, c'est le moteur asynchrone triphasé. Alors, là, je vous présente le plan et les objectifs. On va faire un petit rappel. Ensuite, on va voir la constitution du moteur, le principe de fonctionnement du moteur asynchrone triphasé, la vitesse et le glissement, le couplage des enroulements. Alors, ensuite, on va terminer avec l'inversion du sens de rotation. Pour faire le rappel, on va sur le réseau triphasé. La STEG nous fournit 4 fils, 3 phases et un neutre. Sur ces 4 fils-là, on a 2 systèmes de tension. Les tensions entre phase et neutre, qui sont les tensions triphasées, et qui forment en elles-mêmes un système triphasé équilibré. Ensuite viennent les tensions composées entre phases, U12, U23 et U31 par convention. Alors, là, comme vous le voyez, c'est des sinusoïdes, c'est un courant alternatif sinusoïdal. Alors, les 3 tensions simples sont représentées en rouge, V1, en bleu, vous avez V2, et en noir, on a V3. Ensuite viennent les tensions composées, sachant que U12 est égal à V1 moins V2, donc on peut faire ça point par point. U23, c'est V2 moins V3, et U31, c'est V3 moins V1. Là, vous voyez comment les 2 systèmes forment des systèmes équilibrés. Les vecteurs en vert, V1, V2 et V3, si on fait la somme vectorielle, ça nous donne le vecteur nul. C'est également le cas pour les tensions en bleu, qui sont les tensions composées. Alors, ces vecteurs-là, c'est des vecteurs tournants à la pulsation, à la vitesse angulaire oméga. Alors, si on prend une bobine, alors une bobine, et quand on la fait parcourir par un courant, on place une aiguille aimantée suivant l'axe de cette bobine, l'aiguille vibre un tout petit peu, ensuite elle se place parallèlement à l'axe de cette bobine, 1 pour déterminer les pôles, 2 pour montrer qu'il y a un champ magnétique, la création d'un champ magnétique qui est fixe. Pour voir son spectre, on peut saupoudrer de l'alumette de fer. Alors, dans notre cas à nous, ce n'est pas une seule bobine, mais ce sera 3 bobines. Placées, décalées, c'est-à-dire l'une par rapport à l'autre, d'un angle de 120 degrés, et on est 2 pi sur 3. Avant d'aller vers ces 3 bobines, on va voir la constitution du moteur asynchrone. Il est composé de 3 parties principales. 1, la plaque à borne. La plaque à borne de 2 choses l'une, soit elle est cachée, soit on la voit. Elle est là pour pouvoir coupler notre moteur, comme on le verra tout à l'heure. La deuxième partie, c'est le stator. Le stator, vous allez voir tout à l'heure, que ce sont les 3 bobines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite vient le rotor. Et on va voir que dans ce cas-là, ce n'est pas comme pour le moteur à courant continu, c'est autre chose. Parce que je vous rappelle que pour le moteur à courant continu, c'est une bobine. Le rotor, c'est l'induit, c'est une bobine parcourue par un courant grand I et qui tournait sous l'effet des forces de la place. Alors, là, vous voyez les 3 bobines. Les 3 bobines sont, comme je vous l'ai dit, placées comme les vecteurs tension, ou les vecteurs courant aussi, décalées l'une par rapport à l'autre d'un angle de 2 pi sur 3. Alors, chacun des champs créés par les bobines va osciller entre 2 positions à partir du moment où la sinusoïde a une alternance positive et une alternance négative. Donc vous allez voir que le vecteur, voilà, le vecteur en rouge, l'autre bobine c'est en bleu, la troisième c'est en vert. Alors, regardez ce qui va se passer. Hop. Voilà. Ben, alors, du fait que les 3 champs sont eux aussi déphasés de 2 pi sur 3, l'alternance des vecteurs ne se fait pas de la même façon, dans le temps bien sûr. Ce qui fait que la somme vectorielle
des 3 vecteurs donnera naissance à un champ magnétique tournant, et c'est une découverte. Alors, je reviens pour voir voilà, vecteur 1, vecteur 2, vecteur 3, maintenant les 3 ensemble. Donc, vous voyez bien que il y a une résultante en noir qui tourne. Alors, pour voir ce champ-là, on a placé une aiguille aimantée et on a vu qu'elle tournait. Et comme je vous l'ai dit, c'est une réelle découverte. Alors, on a constaté qu'il tournait à une certaine vitesse, qu'on va appeler la vitesse du synchronisme ns. Alors, il nous est venu à l'idée de créer un moteur. On a pris un disque en tôle plein qu'on a placé entre les bobines. Regardez bien, il y a le repère en rouge. Vous voyez que le champ entraîne le disque dans le même sens, mais que le disque n'était pas obligé de le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le champ, il tourne à une vitesse ns, par contre le moteur tourne à une vitesse n légèrement inférieure à ns, d'où l'appellation de moteur asynchrone. Voilà. Un disque plein en tôle placé entre les bobines est entraîné par le champ dans le même sens, mais à une vitesse n inférieure à ns, mais on dit qu'elle est légèrement inférieure. Alors, on va parler des différents constituants du moteur, et on commence par le rotor. On vient de dire qu'on avait placé un disque en tôle. Alors, si on prend un disque, qu'on les empile, alors, on obtient un cylindre. Bon, techniquement, normalement, on le plonge dans du vernis pour avoir un cylindre. Alors, le rotor, donc, c'est de la tôle. Il n'a aucun côté électrique. Il n'est pas alimenté, c'est-à-dire, il est juste entraîné par le champ. Alors, il est constitué, comme vous le voyez, par des tôles feuilletées. Alors, ce qu'on a constaté justement lorsque le rotor tournait à l'intérieur du champ, qu'il y a induction de courant appelé courant de Foucault et qu'on devait canaliser. C'est pour ça que on a fait des encoches dans les tôles et on a mis des conducteurs en cuivre ou en aluminium pour justement canaliser ce courant de Foucault. Donc, si jamais vous voyez un rotor où il y a des enroulements, ça ne veut pas dire qu'il participe à la partie électrique du moteur. L'enroulement est juste là pour canaliser les courants de Foucault. C'est pour ça que chaque spire qu'on place, on la court-circuite. C'est-à-dire que l'enroulement rotorique n'est relié à aucune alimentation, il est fermé sur lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en court-circuit. On a 2 types de rotors. Alors, le premier qui est à droite, c'est celui où on place les enroulements, on l'appelle rotor bobiné. Le deuxième, c'est le rotor à cage d'écureuil. Vous voyez bien qu'il y a des barreaux, ça ressemble justement à la cage d'écureuil. Alors, on passe au stator. Comme je l'ai montré tout à l'heure, le stator était constitué par 3 bobines, décalées l'une par rapport à l'autre d'un angle de 2π/3. Je vous rappelle que lorsque vous avez vu le réseau triphasé, vous avez vu les récepteurs. Et les récepteurs, c'était soit un moteur asynchrone, soit un four. Et là, on vous a dit qu'on pouvait coupler justement ces récepteurs, soit en étoile, soit en triangle. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais on ne vous a pas montré comment savoir quel est le type de couplage. Alors, là, on va le voir. Alors, le stator, il est constitué de 3 bobines identiques qui, lorsqu'elles sont alimentées par un réseau triphasé équilibré, créent un champ magnétique tournant à la fréquence du synchronisme ns. Bien sûr, les savants se sont attelés pour avoir une formule de cette vitesse et on a obtenu la formule suivante. ns est égal à F sur P. Bien sûr, comme vous le voyez, l'unité internationale, c'est les tours par seconde.
Et comme pour le moteur à courant continu, généralement, on vous donne la vitesse en tours par minute, et vous savez ce que vous devez faire, bien sûr divisé par 60. Là, vous voyez, F c'est la fréquence, P c'est le nombre de paires de pôles. Qu'est-ce que ça veut dire, nombre de paires de pôles? Alors, la première figure. Voilà. Vous voyez qu'il y a 3 bobines, comme on les a montré tout à l'heure. Il y a la bobine orange, verte et violet. Alors, l'orange, on l'a appelé U. Vous voyez que la bobine, elle a 2 pôles. Là, on raisonne sur une seule bobine. Elle a 2 pôles. 2 pôles, c'est-à-dire une paire de pôles. Donc là, P est égal à 1. En ce qui concerne la fréquence F, c'est la fréquence de la steg. Dans le monde entier, on fonctionne à 50 Hz. Il n'y a que aux États-Unis et en Australie qu'on fonctionne à 60 Hz. Donc, généralement, le numérateur, ce sera F, c'est-à-dire 50, fois 60, parce que là, on veut donner la vitesse ns en tours par minute, donc on multiplie par 60. Donc, 50 fois 60, ça fait 3000. On peut dire que la formule, elle est fixe et égale toujours à 3000 sur P. Là, une paire de pôles, parce qu'il y a 2 pôles sur chaque bobine, donc 3000 sur A, ça me fait une vitesse ns du synchronisme à 3000 tours par minute. Alors, la deuxième figure, qu'est-ce que je fais? Je prends la bobine U, je la divise en 2 et je la relie. Je relie les 2 parties, elles sont reliées. C'est pour ça qu'on a écrit en haut et en bas U. Donc là, si vous comptez, il y a 1 pôle, 2 pôles, 3 pôles et 4 pôles. 4 pôles, ça me fait 2 paires de pôles. Donc 3000 sur 2, ça fera 1500, comme on le verra tout à l'heure. Là, un troisième exemple, j'ai subdivisé la bobine en 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pôles, donc 4 paires de pôles, ça me fera 3000 sur 4, 750. Bon, en général, vous allez voir tout à l'heure que on travaillera avec des moteurs à 1, 2, 3 et 4 paires de pôles. Donc, il y aura uniquement et seulement 4 vitesses du synchronisme NS, 3000, 1500, 1000 et 750. Alors, là, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, pour la première, 3000, ensuite 1500, ensuite 750. On passe. Alors, la fréquence de rotation est N, elle est en tours par seconde bien sûr, elle est légèrement inférieure à NS. Bien sûr, si je multiplie par 2π, dans les 2 cas, je vais obtenir les 2 vitesses angulaires, oméga et oméga S. Donc, et bien sûr, puisque N est légèrement inférieur à NS, oméga sera aussi légèrement inférieur à oméga S. Bien, regardez bien. Alors, le champ du stateur tourne. Le rotor tourne dans le même sens. C'est comme s'il voulait le rattraper, mais il n'y parvient pas. Donc, il va y avoir une sorte de glissement entre les deux. Alors, là, on l'a mis, on dit que le rotor glisse par rapport au champ tournant. Alors, ce glissement, il est justement donné par la formule suivante. G est égal à ns moins n sur ns, puisque la cause de ce glissement, justement, c'est la différence de vitesse. Donc, c'est normal que la formule en découle. Donc, G, je répète, est égal à ns moins n sur ns. Si je multiplie le tout en haut et en bas par 2π, j'obtiens oméga s moins oméga sur oméga s. Alors, regardez bien la remarque. Alors, ns moins n, c'est la vitesse, justement, du glissement. Bon, jusqu'à présent, on travaille surtout avec la formule ns moins n sur ns, ou bien on peut dire ng sur ns. Bon, on peut la mettre aussi sous la forme 1 moins n sur ns, ou 1 moins oméga sur oméga s. Alors, regardez ce tableau. Et ce tableau, vous devez être capable de l'apprendre facilement, parce que là, vous vous dites que vous voulez obtenir la vitesse du synchronisme en tours par minute. Donc, ce sera comme tout à l'heure 3000 sur P. Alors, on va travailler le cas en premier. Là, je mets surtout ce tableau. Pourquoi? Parce que si jamais on vous dit un moteur, par exemple, tourne
à 2880 tours par minute. Là, quelle est la vitesse qu'on vous a donnée? Vu que tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait que 4 vitesses du synchronisme, 3000, 1500, 1000 et 750. Donc, à part ça, ce ne sera pas une vitesse du synchronisme. Lorsqu'on vous dit qu'un moteur tourne à 2880 ou bien à 1430, etc., donc dans ce cas-là, on vous aura donné la vitesse du rotor. Bien sûr, quelle est la chose qui tourne dans le moteur? C'est le rotor. 1, 2, les vitesses du synchronisme, on les connaît. Donc là, je vais commencer par le moteur bipolaire. Bipolaire, c'est-à-dire 2 pôles. Voilà. Alors, 2 pôles, il y a une paire de pôles. Voilà. Une paire de pôles. Donc, 3000 sur 1, ça me fera 3000. Alors, on vous donne un exemple. Un moteur tourne à 2880 tours par minute. Là, de 2 choses l'une. Soit vous avez dans les énoncés, vous avez F et P. Et là, vous pouvez calculer votre vitesse du synchronisme en faisant F sur P fois 60. Ou bien, on ne vous donne pas le nombre de paires de pôles, et là, vous pouvez dire, lorsqu'on vous dit que la vitesse nominale, par exemple, du moteur, c'est 2880, vous allez directement vers le tableau et vous dites que, vu que n est égal à 2880, la vitesse qui lui correspond, qui est légèrement supérieure, c'est 3000. Donc, vous pouvez calculer votre glissement, et dans ce cas-là, il est égal à 4%. Bien sûr, le glissement est en pourcent parce qu'il n'a pas d'unité. C'est comme pour le cas du rendement. Alors, le deuxième cas, on va dire un moteur tétrapolaire. 2 pôles. Tétra, c'est-à-dire 2 paires de pôles, pardon. Tétra, c'est-à-dire 4 pôles, donc 2 paires de pôles. Alors, dans ce cas-là, 3000 sur 2, ça me fait 1500. Et on nous a donné la vitesse du rotor 1410, donc on va vers la vitesse 1500. On calcule notre glissement, 1500 moins 1410 sur 1500, ça me fait un glissement de 0,06, c'est-à-dire 6%. Ensuite, vient le moteur hexapolaire. Hexapolaire, ça vient de 6. 6, c'est-à-dire 3 paires de pôles. Donc, 3000 divisé par 3, ça me fait 1000. Dans un exercice, par exemple, on nous a donné 975 comme étant la vitesse du rotor. Donc, 1000 moins 975, ça me fait, sur 1000 bien sûr, ça me fait un glissement, comme vous le voyez, de 2,5. Et là, un conseil, pour tout ce qui est du cosinus, comme vous allez le voir, le facteur de puissance dans le moteur à 5 triphasé, le rendement et le glissement, un conseil, prenez 3 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, on passe et on va apprendre à lire la plaque signalétique d'un moteur à synchrone triphasé. Cette plaque, elle a été déjà donnée dans des bacs qui ont été passés. Alors, regardez bien. Alors, je vois que ça, c'est la carte d'identité, disons, du moteur. C'est la plaque signalétique du moteur. Elle comporte tous les renseignements. Alors, on commence. Et là, j'insiste, vraiment j'insiste que la puissance qu'on vous cite, qu'on vous place sur la plaque signalétique, c'est toujours la puissance utile. Regardez bien, 1,5 kW. Donc, attendez, ça c'est la fréquence. Ah, voilà. 1440, c'est les tours par minute, c'est la vitesse nominale du rotor. Alors là, c'est la puissance utile, comme j'ai dit tout à l'heure. Le cosinus phi, qui est le facteur de puissance, 0,78. Alors, là, RD, c'est-à-dire rendement en pourcent, 76%. Bien sûr, dans les calculs, ce sera 0,76 puisque le rendement n'arrive même pas à 1. Alors, ensuite, on a 2 courants. Alors, la grande valeur, c'est le courant nominal en couplage triangle. Le deuxième, c'est bien sûr le courant nominal en couplage étoile. Et là, faites très très attention. Alors, 230-400. 230-400, vous voyez bien à gauche, 230 volts en couplage triangle. 400, c'est en couplage étoile. Le 230, la petite tension, c'est non seulement la tension triangle, mais c'est en plus la tension maximale supportée par chaque bobine. On dit par chaque enroulement. Voilà. Là, vous le voyez, c'est la tension du réseau en couplage triangle et la tension maximale supportée par un enroulement. Ensuite, la tension
400 volts, c'est la tension du réseau en couplage étoile. Voilà. On passe. Alors, regardez bien. Maintenant, on va apprendre justement comment coupler le stator. Regardez, il y a une règle, bien sûr. Ben, regardez bien. Là, je dirais que en haut, c'est la pratique et en bas, c'est la théorie. Alors, le couplage étoile en bas, il y a un point commun. Et la forme, c'est la forme d'une étoile. C'est pour ça qu'on a appelé couplage étoile. On a entre les deux phases la tension composée U, et entre le point commun qui sera le neutre et l'une des phases, c'est la tension simple. Et on sait que la relation entre la tension composée et la tension simple, c'est justement U égale à V fois racine de 3. C'est pour ça que dans la tension simple, là on a dit que c'était U sur racine de 3. Pour le couplage triangle, chaque sortie d'une bobine est reliée à l'entrée de l'autre, donc il n'y a pas de point commun. Et c'est pour ça que on va dire que, bien sûr, il n'y a pas de tension simple, il n'y a que la tension composée. Et vous l'avez déjà vu dans le réseau que pour le couplage étoile, I est égal à J, I étant le courant de ligne de la steg, J c'est le courant interne, ou bien courant du récepteur, et que U était égal à V racine de 3. Par contre, dans le couplage triangle, I devient égal à J racine de 3, et on dit que U est égal à V, mais en fait, V n'existe pas. La pratique maintenant, vous avez la plaque à borne en haut, on en a parlé tout à l'heure, alors vous prenez des barrettes et vous réalisez un point commun, que ce soit en bas ou bien en haut, et ensuite vous sortez vos phases. À côté, pour le couplage triangle, chaque entrée d'une bobine est reliée à la sortie de l'autre, donc on fait des barrettes longitudinalement. Voilà. Mais regardez bien, là c'est la règle. La règle qui va nous apprendre comment coupler notre moteur à partir des données. Alors, si la tension composée du réseau, donc là on va raisonner sur la tension composée du réseau. Alors, justement, si on vous donne deux indications, par exemple 230-400. 230, c'est la tension simple, le réseau. 400, c'est la tension composée. Par contre, si on vous donne une seule indication, soyez certain qu'on vous a donné la tension composée, c'est-à-dire E. Donc, cette tension composée, on va la comparer avec les tensions de la plaque signalétique. Si elle correspond à la tension maximale supportée par un enroulement du stator, c'est-à-dire, entre parenthèses, comme on a vu tout à l'heure, la tension, la petite tension, la tension triangle, dans ce cas-là, on va coupler en triangle. Et si cette tension composée correspond à la grande tension de la plaque signalétique, c'est-à-dire la tension étoile, donc ce sera le couplage en étoile. On va faire justement une petite application sur ça. Application couplage. Bon, une deuxième explication, parce que là, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire, par exemple, lorsqu'on vous donne le réseau, plutôt lorsqu'on vous donne le moteur, il ne faut jamais dire que la petite c'est la tension simple et l'autre c'est la tension composée. Parce que tension simple et tension composée, ça concerne uniquement le réseau. Donc là, vous voyez bien que la tension simple, c'est la tension V entre phase et neutre, c'est la petite. La tension composée, c'est 400 volts, c'est la tension entre phases. La plaque signalétique du moteur, comme on l'a dit tout à l'heure, 230, ce sera 1, la tension triangle, 2, c'est la tension maximale supportée par chaque bobine ou par chaque enroulement. 400 volts, c'est la tension étoile. Et on dit que c'est la tension en couplage étoile, mais on l'appelle communément tension étoile et l'autre tension triangle. Alors, encore une fois la règle, pour connaître le couplage, on raisonne sur la tension composée du réseau, entre phases. Si celle-ci est égale à la tension triangle, c'est-à-dire la petite tension, on couplera en triangle. Si celle-ci est égale à la tension étoile, c'est-à-dire la grande, on couple en étoile. Là, on va prendre des exemples. Voilà. Exemple 1. Réseau 230-400. Moteur 230-400. Alors, une petite astuce là, que je vous donne tout à l'heure. Je prends donc la tension composée du réseau,
je vois qu'elle est égale à la tension étoile du moteur, donc couplage étoile. L'astuce, c'est lorsqu'on a le réseau et le moteur qui sont les mêmes, donc automatiquement c'est un couplage étoile. Alors, exemple 2, 230, 400 volts, 400, 690. Là, une petite remarque, vous pouvez trouver aussi 220, 380 au lieu de 230, 400. Vous pouvez trouver 380, 660 à la place de 400, 690. C'est la même chose. Là, comme d'habitude, on prend la tension composée du réseau, on voit qu'elle est égale à la petite tension de la plaque cinétique, c'est-à-dire à la tension triangle, donc automatiquement, couplage triangle. On va prendre deux autres exemples. Voilà. Regardez bien. J'ai pris le réseau 132, 230 volts. Bon, c'est le même que 127, 220. Là, je constate que la tension composée du réseau n'est égale ni à la petite ni à la grande. Qu'est-ce que je vais faire? Un, je ne peux pas le coupler. Deux, je remarque que l'enroulement du moteur doit avoir 400 volts. Alors que moi, je vais l'alimenter avec 230 volts. Donc, dans ce cas-là, notre moteur sera sous-alimenté. Alors, donc, pas de couplage, moteur sous-alimenté. Exemple 4. J'ai un réseau de 400 690 et je veux coupler, voilà, placer sur ce réseau un moteur de 230 400. Alors, 690, c'est énorme par rapport à 230, par rapport à la tension maximale que peut supporter le couplage. Donc, je vais griller mon moteur. Donc, pas de couplage, moteur grillé. Donc, on ne pourra pas le coupler, ni en étoile, ni en triangle. Donc, on passe. Et là, on va parler un peu de l'inversion du sens de rotation que vous verrez dans une prochaine leçon, lorsque vous ferez le démarrage du moteur à 50 triphasés. Donc, pour inverser le sens de rotation d'un moteur à 50 triphasés, on ne dit jamais en inverse de phase, on dit en permute de phase. Alors, voilà. Pour inverser le sens de rotation d'un moteur à 50 triphasés, il suffit de permuter au choix, on va voir comment, deux fils de phase. Alors, regardez bien. Voilà. Alors, dans le premier cas, à gauche, on a permuté entre la phase 1 et la phase 2. Dans le deuxième cas, on permute entre la phase 2 et la phase 3. Et dans le troisième et dernier cas, on permute entre la phase 1 et la phase 3. Et là, bien sûr, la permutation se fera à travers les contacteurs. Parce que dans le démarrage, vous allez voir qu'on va avoir un discontacteur inverseur. Alors, un discontacteur inverseur, et la permutation se fait entre ces deux contacteurs-là. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis que la deuxième partie, vous l'aurez dans une autre séance, la deuxième partie qui comportera essentiellement les formules, les caractéristiques. Ensuite, il y aura le démarrage des moteurs à 50 triphasés. Merci beaucoup.